Merci d'être aussi nombreux à venir écouter Donna. Merci Emmanuel. J'ai beaucoup de mal à ne pas considérer le fait que tu m'aies confié la responsabilité de cette soirée comme un cadeau dont je suis très honoré et très heureux. Alors, pour convaincre celles et ceux d'entre vous qui ne sont pas encore convaincus de la chance qu'ils ont d'être là ce soir, je pourrais faire une présentation formelle et académique de Donna, en disant que vous avez terminé votre carrière avec le statut de professeur émérite de l'Université de Santa Cruz en Californie, où vous avez été la première titulaire d'un poste sur les théories féministes, une carrière que vous aviez commencée en tant que historienne de la biologie et une thèse sur l'utilisation de la métaphore en cristallographie en particulier, ce qui donne un indice sur une ligne force de votre travail. Les savoirs sont indissociables de la manière dont ils sont mis en mots et en récit, et on retrouve cette préoccupation à l'œuvre dans la façon dont vous-même vous écrivez et vous parlez, vous racontez des histoires, vous créez des mots, vous maniez des figures de style comme d'autres manient des méthodes. Alors je pourrais citer aussi vos livres, dont certains ont marqué l'histoire de la pensée, le manifeste cyborg, évidemment, en 1985, qui vous a fait connaître à beaucoup, et dans laquelle vous utilisez vous-même une métaphore, celle du cyborg. Il y aura ensuite Primate Vision en 1989, qui a posé un jalon dans la manière d'envisager le rapport du scientifique à son objet, en l'occurrence les grands singes. Je pourrais citer aussi vos livres sur les espèces compagnes, qui proposent une autre manière de raconter les relations entre les humains et les chiens. Mais comme vous le dites vous-même, des espèces compagnes, il y en a plein d'autres que les chiens. Le riz, les abeilles, les tulipes, la flore intestinale sont aussi des espèces compagnes. Et puis, plus dernièrement, Vivre avec le trouble, qui rassemble des textes divers, mais qui sont habités par la même question: comment vivre dans un monde abîmé? Et votre réponse, et on vous reconnaît bien là, ne consiste pas à dissiper le trouble, mais à le semer encore plus. Cette trop rapide présentation ne rend évidemment pas compte de toutes les excroissances qui peuplent ces livres, qui peuplent aussi d'autres textes que vous avez publiés par ailleurs, textes plus académiques, excroissances qui nous mènent dans des lieux qui sont très très divers, qui nous mènent à nous intéresser à des organismes multiples, à des pratiques diverses et à bien des disciplines, parce que c'est une caractéristique que vous avez, de manier différentes disciplines et de considérer qu'il faut avant tout penser que de suivre exactement toutes ces disciplines. J'aurais donc voulu vous présenter Donna de cette manière, et ça aurait été sans doute suffisant, mais je pense qu'il y a une autre raison plus fondamentale et plus profonde qui nous réunit ce soir, c'est que Donna, vous êtes notre maman. Maman à toutes et à tous. Alors je me permets d'utiliser cette figure un peu risquée de la maman, parce que vous m'y autorisez vous-même, eu égard à l'intérêt que vous portez depuis toujours à la filiation, à la parenté, à la notion de famille, que vous envisagez bien au-delà du seul point de vue biologique. Donc Donna peut être notre maman sans nous avoir directement engendrés, si ça vous rassure. Alors, certains et certaines ici pourraient même être vos sœurs. Donna, je pense en premier lieu à Vinciane Després ou à Isabelle Stengers. Bruno Latour était sans doute un de vos frères. D'autres sont des enfants qui le savent et le revendiquent. Il y a dans cette assemblée maintes chercheuses et chercheurs qui manient dans leur travail des notions que vous avez portées à notre attention, des idées, des tours de pensée qu'ils ont appris chez vous. Et puis, ce qui est peut-être plus étonnant, c'est que nous sommes presque tous ici, sans savoir, des enfants de Donna, dans la mesure où certaines des idées que vous et d'autres travaillent depuis des décennies sont devenues des évidences pour beaucoup d'entre nous. Je voudrais juste citer rapidement deux exemples qui se situent à des niveaux différents, mais il y en aurait beaucoup d'autres. Avec donc d'autres, Donna, vous avez participé à rendre évident que notre monde était fait de liens, qu'il était fait d'enchâssement, de contamination, de coévolution. À la différence de penseurs qui passent leur temps à chercher ce qui distingue les choses, vous portez votre attention ce qui les relie, mais d'une manière qui n'est pas évidemment naïve, qui n'est pas béate, qui est extrêmement complexe. Ainsi donc, s'il nous paraît aujourd'hui évident que nous sommes pris dans des réseaux de relations qui sont
compliqués, qui sont contrariés, c'est parce que vous et d'autres, encore une fois, n'ont eu de cesse de le montrer, de le raconter. Donc, en ça, nous sommes vos enfants. Et puis, Donna, vous avez participé avec d'autres, encore une fois, à nous faire comprendre que le scientifique n'est pas un être neutre, qui produit un savoir neutre, que le savoir est situé. Donna, vous l'avez montré notamment dans Primate Vision, vous y expliquez comment la primatologie, l'étude des grands singes, a historiquement servi à séparer l'humain et l'animal, qu'elle a aussi servi à naturaliser les différences de genre. Vous expliquez aussi que les primatologues femmes ne voient pas les mêmes choses chez les grands singes que leurs collègues masculins. Vous montrez, je le dis très grossièrement, que dans une situation aussi simple qu'un scientifique qui regarde un grand singe entre en ligne de compte des rapports de genre, l'histoire des relations aux êtres vivants et l'histoire aussi des dominations, pas simplement celle des humains sur les autres vivants, mais des humains aussi entre eux, etc., etc. Cette idée, même si elle n'a pas encore convaincu tout le monde, nous est devenue familière, comme nous est devenue familière l'idée qu'il y aurait d'autres manières de fabriquer du savoir et de nous faire penser, une manière qui, tout en étant très respectueuse des disciplines, s'en abstrait, une manière qui pose les récits comme des alternatives au raisonnement. Et c'est de tout ça dont on va essayer de parler ce soir. Mais tout à l'heure, donc, avec Donna, on est allé discuter derrière. Alors j'étais ému, c'est la première fois que je la rencontrais. Et donc j'ai posé à Donna une question toute bête. Je lui ai demandé des nouvelles de Cayenne. Cayenne, qui est la chienne dont elle parle beaucoup dans le manifeste des espèces compagnes. Alors, étant donné que les dernières nouvelles de Cayenne à la fin des années 2010 n'étaient pas très bonnes, je supposais que Cayenne était morte. Et donc j'ai dit à Donna, eh ben maintenant, est-ce que vous avez choisi un autre chien? Et Donna a commencé, comme elle le fait toujours, à me raconter une histoire. Et cette histoire, donc, au lieu de la garder pour moi, ce que j'aurais aimé faire, eh ben, je vais juste demander à Donna de la raconter à nouveau. Elle m'a dit, je vais bien la raconter, mais ce ne sera pas la même histoire. Donc, Donna, qu'est-ce qui s'est passé quand Cayenne est morte? OK. Premièrement, je vous remercie à tout le monde. Et je dois demander pardon parce que je dois parler en anglais parce que je ne peux pas être subtil du tout en français. So. Mais merci beaucoup. Yeah. Et, très important, j'ai demandé à Alba de faire cette présentation et elle est complètement fâchée. Alba, c'est la chienne de Vinciane Després. Hein. Voilà, juste pour... Parce que je suis ici et elle est là et ce n'est pas juste. Très important comprendre ceci. OK. Cette histoire, this history, okay. This history is important to me in itself. Cette histoire est importante and it's en tant also que telle. important to me as it doesn't work. Yes, it was. Yeah. Ça marche? Ouais. Ça ne marche. Keep talking, keep talking. Okay. It's also important. Okay, j'écoute alors maintenant. Okay, this history is important to me in itself. Cette histoire est importante and it's important en tant to que me telle, also as a kind of et performance of importante a également method. comme un genre de A method performance, to une take illustration very de la méthode. seriously the ecologies Une of méthode qui attention. prend très au and to sérieux work les écologies de from l'attention. this object Et pour in travailler à here. partir de No? cet objet Ça marche pas? ici Si, et it's okay, maintenant, it's okay. Keep talking. Tous les deux. OK, quoi faire? c'est bon, alors, c'est bon. je pense qu'ils vont Oui, s'ajuster il faut à la s'ajuster. technique. Il faut quelques secondes. Il leur faut quelques secondes pour s'ajuster. Apparemment, c'est bon, nous dit Emmanuel. On va reprendre, mais n'hésitez pas. S'il y a un souci, vous nous le dites. Merci. Okay, c'est bon. Okay, I will start again. It's a story that is important to me in itself. Donc, une histoire en tant que telle qui est importante, And qui m'est also importante, as an example of a method. et aussi en tant that qu'exemple de works méthode. From string figuring, from Une making méthode patterns qui with fonctionne, threads qui that permet de tie créer des together, schémas, often in des dessins avec des surprising fils, ways. et qui nous amène dans des That, directions, dans des sens très surprenantes. I work always from here in C'est-à-dire this que moi, place, je travaille toujours d'un these point de times, départ, d'un endroit and donné, try de not to maintenant, work d'ici. from above Et je or ne from cherche jamais à abstraction. travailler d'une abstraction So, ou d'une situation my où je me dog place Cayenne au-dessus. died. Donc,
Ma chienne Cayenne est décédée il y a à peu près 10 ans. Et au bout d'un an, quasiment, mon époux et moi-même, nous avons décidé que le moment était venu d'inviter un nouveau chien dans notre foyer. Et donc, je me suis rendue sur le site Internet qui s'intitule Pet Finder, chercheur d'animal domestique. On a rempli un formulaire. On s'est dit, peu importe que ce soit un mâle ou une femelle, on ne voulait plus un chien à performance en agilité. Nous voulions simplement un chien qui cherchait un foyer. On avait une préférence pour un chien qui n'était pas connu comme étant mangeur d'enfants. Un chien, par exemple, qui ne cherchait pas à brutaliser les autres chiens. Et chose très importante, nous avions besoin d'un chien qui déjà n'était pas à plus de 150 km de chez nous. On voulait faire à peu près 150 km afin de voir si c'était le bon chien pour nous pour rejoindre notre foyer. Donc j'ai appuyé sur le bouton envoyé et une photo m'est revenue d'un chien absolument incroyable avec des oreilles incroyables et j'ai regardé des YouTube de cette chienne qui jouait avec des enfants, avec d'autres chiens et ainsi de suite et je me suis dit waouh, je crois bien que je reconnais la ville de Saint-José qui n'est pas loin de là où j'habite et j'ai dit c'est ça notre chienne et c'est seulement à ce moment-là que j'ai appris que cette chienne en réalité était à Taïwan, à Taipei, mais que le bureau pour l'adoption de ces chiens se trouvait à proximité, à 150 km de chez moi. Mais le chien, véritablement, était à Taipei, mais c'était trop tard. Je m'étais engagée, dans ma tête en tout cas, j'étais amoureuse, et on tombe toujours amoureux, et on ne tombe jamais amoureux de la personne ou de l'objet qu'il faut, on tombe toujours amoureux de la mauvaise personne ou du mauvais animal, et c'est toujours une surprise, mais c'est trop tard. L'amour est toujours bourré de fantaisie, et puis la réalité, ça devient votre responsabilité. Donc j'étais déjà vraiment amoureuse de cette chienne, et donc elle est venue en avion avec une personne de Taipei pour se rendre chez nous à San Francisco. Nous l'avons rencontrée à l'aéroport, et nous lui avons donné un nom grâce à un lieu dans une nouvelle par l'écrivaine Ursula Le Guin. Il s'agit du nom de planète pour des colons, la 4e génération de colons qui parlaient en mandarin et qui ont changé la langue au fil des générations et ils ont nommé cette planète Shindishu. Et donc, cette chienne qui est arrivée en avion d'un pays très très lointain pour aller vers un autre pays très lointain s'appelle Shindishu. Et donc, elle est rentrée avec nous. Qui était-elle? Quid de sa personnalité? C'était une chienne de rue qui avait été ramassée dans la rue environ à l'âge de 6 à 8 mois. C'est une femelle donc, qui était à l'origine un chien de montagne, le genre de chien qui aime la montagne, des chiens de village de partout dans le monde. Mais c'était quelque chose de très spécifique dans le cadre de Taïwan. C'était le genre de chien, de chienne de rue qu'on pouvait trouver partout à Taïwan et à Taipei. Et ce genre de chienne originaire de la montagne, tout d'un coup, elle était là, elle était chez nous, et j'avais envie de la comprendre, de savoir qui elle était. C'est-à-dire, je voulais mieux la comprendre en fin de journée que je ne la comprenais le matin. Pour moi, ça fait partie de la responsabilité que j'avais tout d'un coup. J'avais fait venir cette chienne, nous allions vivre ensemble. On n'est jamais seul. Mais quand on est dans une relation amoureuse avec un chien et une chienne, il faut se comprendre. Et donc, en tant que personne qui aime lire et étudier, j'ai commencé à l'étudier. Et j'ai vu que la plupart des chiens de montagne ont eu l'habitude de vivre avec les autochtones. Et à l'origine, ce sont des chiens qui vivaient avec les indigènes en remontant très très loin. Et cette chienne existait, ses ancêtres existaient il y a 1000 ans du côte sud-est de la Chine
cette île qui s'intitule Taïwan. Et cette chienne provient des ancêtres des chiens qui avaient comme origine la Chine. Et bien sûr, les chiens sont toujours très intéressés par les autres chiens et chiennes. Et donc, il y a eu beaucoup de mélanges au niveau des différents types de chiens. Des chiens en provenance du Japon ont pu se mélanger. Donc, ma chienne, c'est vraiment une chienne de race mixte. Mais elle est surtout un chien de montagne en provenance de ce peuple taïwanais. Et ces chiens, à l'origine, c'était des chiens qui chassaient, qui protégeaient les habitants et qui leur tenaient compagnie partout au Taïwan. Et ces chiens ont vécu beaucoup d'épisodes d'extermination parce que le travail de ces chiens était très important pour la chasse, pour les cueilleurs, par exemple, qui existaient à l'époque. Et donc, lorsque les Japonais ont essayé d'impressionner les Taïwanais en leur disant il faut construire des chemins de fer, il y a eu une tentative que d'exterminer cette race de chiens. Parce que ces chiens, leur présence faisait que c'était beaucoup plus difficile de dominer les Taïwanais du sol. Et après la Deuxième Guerre mondiale, une fois que le mouvement de Chiang Kai-shek de la Chine a eu lieu pour quitter la République de Mao pour arriver à Taïwan, ces chiens sont de nouveau devenus les chiens qui étaient le plus présents dans les rues. Et tout d'un coup, on voyait des meutes énormes de ces chiens dans des abris très très violents où bon nombre de ces chiens ont été brutalisés et tués. Donc, il y a des organisations qui ont pu s'organiser pour mettre l'État sous pression à Taipei et autour de l'île pour mieux s'occuper de ces chiens et pour que des associations privées soient mises en place afin que ces chiens puissent être hébergés dans de vraies familles, des familles qui allaient les protéger, qui allaient les aimer, des familles de la classe moyenne. Et on dit toujours qu'un chien heureux est un chien bourgeois. Donc ce chien est venu vivre chez nous, dans une famille bourgeoise, et elle a démarré cette aventure, et nous avons démarré notre aventure avec cette chienne, et tout d'un coup, je suis là, je suis responsable vis-à-vis de l'histoire de Taïwan, j'ai un lien que je n'avais pas auparavant, je ressens que j'ai cette obligation que de prêter attention à l'écologie, à la politique, et à l'histoire, et à la libération, à la lutte de Taïwan, tout ce qui touche à Taïwan. Pour moi, il est très important de faire attention aux voyages internationaux de ces organisations de secours et de tous ces immigrés légaux, les chiens, alors qu'il y a des immigrés potentiels qui n'ont pas, des personnes qui n'ont pas le droit de rentrer dans le pays. Et cela veut dire que ça renforce cette nécessité que je ressens. Je dois être en mesure de répondre dans mon monde, ce monde que Shindishu habite désormais avec moi. Shindishu et moi, nous sommes désormais différents suite à notre rencontre. Donc voilà, c'est cela que je veux dire. Quand je parle de ce présent et de cet être, moi je deviens responsable de cet être, de cette chaîne, parce qu'elle est là avec moi. Et c'est cela qui me permet de développer d'autres mondes. Ça me permet de créer des ramifications qui vont dans d'autres directions, mais tout part de la base, du début de cette relation avec cette chaîne. Et cela enrichit ma capacité à répondre, à réagir dans le monde, ce monde si complexe. Quand je vous entends raconter ça, je me dis, donc vous avez une obligation à faire ce travail sur tout, votre vie doit être épuisante. Oh non, pas du tout. Ma vie n'est absolument pas épuisante. C'est une vie très active sur le plan émotionnel,
sur le plan physique, c'est une vie active sur le plan intellectuel, mais néanmoins, tout se passe avec mes compagnons, les humains, les non-humains, les gens, les animaux, les paysages, les plantes. C'est un monde qui nourrit cette capacité que j'ai d'être en état d'amour, d'être amoureuse et d'être responsable. Non, vraiment, ce n'est pas épuisant, même si parfois, effectivement, c'est très difficile. Qu'est-ce que vous voulez dire par difficile? Alors, si vous êtes quelqu'un de sérieux au niveau de l'écologie de l'attention, forcément, vous n'avez aucun choix. Vous devez vivre avec des contradictions, des milliers de contradictions. Vous êtes forcément dans un monde qui décourage le déni et qui vous encourage à vivre avec la contradiction sans savoir quels sont les résultats, sans comprendre les processus, avec un genre d'attitude où vous devez jouer et travailler avec les autres. Et parfois, effectivement, c'est très difficile parce qu'il y a cette tentation. Il y a cette tentation d'être dans le déni, d'imaginer que l'amour, ça veut dire autre chose, que c'est quelque chose de sympathique, ce qui n'est absolument pas le cas. Il y a cette tentation de sombrer vers autre chose plutôt que de rester éveillé et attentive. J'ai l'obligation de faire très attention afin de générer un monde qui mérite et un présent et un futur. Et effectivement, c'est difficile. Tout le monde ici le sait pertinemment. C'est quelque chose qui est difficile. Nous avons tous nos propres situations. Alors, je ne vais pas poser une question qui relève du développement personnel, mais comment vous faites ? Non, mais comment vous faites pour justement ne pas à un moment avoir, je sais pas, une solution, un discours téléologique, avoir quelque chose qui justement vous permettrait de passer autour de cette difficulté, parce que c'est pratique le déni. Comment vous faites? Je ne suis pas sûre de pouvoir répondre à cette question. En revanche, je peux dire, et je l'ai dit tout à l'heure, qu'il est important d'en savoir plus à la fin de la journée que lorsqu'on se réveille le matin. La connaissance, c'est quelque chose de vrai. Il y a des choses qui fonctionnent mieux ensemble que d'autres. On n'a pas la possibilité de connaître la vérité avec un V majuscule, mais il est possible de connaître et de comprendre bon nombre de choses qui sont vraies. Et lorsqu'on le sait, ça vaut le coup de les tenir en main. Et ça vaut le coup de chercher à évoluer, à se développer, à se connecter, à créer des liens. Donc la méthode que j'ai essayé d'illustrer avec l'histoire que j'ai racontée est une méthode où j'essaye d'être une personne sérieuse. Et cela veut dire que j'insiste sur le fait que ceci est meilleur que cela. Ces connaissances sont plus fermes. Ce sont des connaissances consolidées qui peuvent me permettre d'avoir tort, mais qui me permettent d'avancer. Donc nous proposons la possibilité de savoir quelque chose. Et inévitablement, on découvre que très souvent, on a tort de façon très importante. Et donc, on fait des allers-retours, et on fait des allers-retours ensemble. Et ensemble, nous devons cultiver cette capacité à d'abord avoir tort et à progresser vers la raison. Et nous devons savoir nous pardonner d'avoir tort. Il faut qu'on se pardonne mutuellement parce qu'on a essayé d'être sérieux ensemble. Vous avez produit de nombreux textes, vous avez plein de théories, puis vos textes étant très touffus. Est-ce que vous êtes trompé sur quelque chose? Est-ce qu'il y a des choses que vous avez écrites ou dites il y a quelques années, quelques décennies, dont vous vous dites aujourd'hui, je me suis trompé, ou je ne les formulerai pas de cette manière-là? Il n'y a rien qui me vient à l'esprit. Non, je plaisante. Non, ce n'est pas vrai. OK, yeah. Alors, le tout premier livre que j'ai écrit en anglais, Primate Visions, je ne me suis pas rendue sur le terrain avec les primatologues.
Ce livre-là, je l'ai écrit grâce aux entretiens, grâce à tout ce que j'ai lu. Ça, c'est une erreur, une très grande erreur qui a eu un grand impact néfaste. Tout d'abord, les singes ne jouent pas le même rôle actif dans ce livre qu'ils auraient dû. Et également, les primatologues, avec leurs sujets sur le terrain, ne jouent pas non plus le même genre de rôle actif. Ce n'est pas du tout la même chose que dans un entretien. Et à mon sens, l'une des raisons pour lesquelles beaucoup de scientifiques à l'époque ont dit « Pouf, elle n'est pas sérieuse », son livre est très idéologique. Ce n'est pas vraiment une bonne histoire de la science. Je pense qu'ils avaient tort d'un certain côté, mais ils avaient raison aussi d'une façon très importante. C'est-à-dire que ma méthode était sérieusement déficiente dans ce livre. Là, à ma question, vous répondez par la méthode. Vous avez eu tort dans votre méthode. Mais est-ce que dans des idées... Le contenu. Voilà, le contenu. Ah, je ne suis pas douée quand il s'agit d'avouer que j'ai eu tort. C'est un sujet que je dois cultiver. Mais après, on parlera de choses où vous avez eu raison. Hein. Vous inquiétez pas. Ah oui, 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 je peux parler pendant très longtemps des choses où j'ai raison. Je suis une personne qui a des convictions très fortes. Lorsque je travaille, je parle. Je parle d'un sujet un grand nombre de fois. Et les gens remettent en cause ce que je dis maintes et maintes fois. Et je change d'avis. Je change tout le temps d'avis dans les interactions que j'ai. On me dit non, vous n'avez pas raison. Ce n'est pas juste concernant l'histoire des peuples autochtones avec leurs chiens à Taïwan. Non, vous avez tort. C'est pas comme ça que ça s'est passé. Ça s'est passé autrement. Et vous avez eu tort sur la façon de fonctionner au niveau des syndicats après la Deuxième Guerre mondiale. Vous êtes complètement trompé dans votre analyse. Tout le temps, il y a ces allers-retours où les gens remettent en cause ce que je dis et à ce moment-là, je change, je fais plus de recherches et ensuite j'écris. Mais je n'écris que après avoir parlé énormément de fois d'un sujet. C'est seulement suite aux interactions que j'écris. Je n'écris jamais en premier avant de discuter. Mais une fois que j'ai couché tout ce que j'ai à dire sur le papier, tout n'est pas forcément juste ou vrai, mais moi j'en ai fini. Donc la période où je sais que j'ai fait des erreurs, c'est avant de procéder à l'écriture. Si ça paraît logique. C'est très clair. Comment, alors, donc vous dites qu'il y a un devoir d'attention. On le voit, choisir un chien pour vous n'est pas un acte neutre. Non, je ne suis pas neutre. Voilà. Mais dans la vie, on fait plein de choses tout le temps. Donc j'imagine qu'il y a des limites à ce devoir. Donc là, j'ai posé plusieurs questions en partant de là. La première, c'est comment vous choisissez dans votre travail de tout à coup vous appesantir sur un sujet et pas les 10 000 autres qui sont autour. Ça a été les cristaux, ça a été les grands singes, après il y a eu le gène, les cyborgs bien sûr, avant, les chiens, mais il y a 1000 autres trucs. Donc pourquoi c'est ces sujets-là qui à un moment concentrent votre attention plutôt que tous les autres qui pourraient concentrer votre attention? C'est une question difficile. Je peux répondre de plusieurs façons. D'un côté, il y a le côté historique où les choses émergent de façon collective et exigent mon attention à un moment donné. On ne sait pas toujours quoi et à quel moment. En revanche, je sais que le fait de prêter attention aux cyborgs, par exemple, cela provient de la situation aux États-Unis suite à la Deuxième Guerre mondiale et ce qu'on appelle le champ de bataille électronique, tous ces appareils, ces ordinateurs qui ont vu le jour au départ, Internet, le Darknet, les sujets, tout ce qui est communication, littéralement, physiquement, l'argent dont j'ai bénéficié
pour mon éducation, pour ma formation, provient de l'argent qui a été donné aux jeunes étudiants après la Deuxième Guerre mondiale. Moi, je venais d'une famille pauvre. Or, l'intérêt que je prête aux cyborgs provient du fait que je voulais me sentir responsable de ma condition à moi par rapport à tout ce qui est informatique et tout ce qui est guerre, tout ce qui est cyberguerre. Tout d'un coup, je voulais pouvoir interpréter et comprendre et réhabiliter les cyborgs pour le monde féministe. Je voulais pouvoir utiliser les cyborgs pour que les mondes deviennent plus féministes, des endroits plus justes. Donc pour moi, au début, les cyborgs avaient un rôle. Leur rôle allait être d'œuvrer en faveur d'un féminisme qui n'allait pas à l'encontre des femmes. Il y avait toutes sortes de féminismes à l'époque qui étaient contre la technologie. Moi, j'ai refusé cela. Je n'étais pas d'accord avec les féministes qui étaient contre la technologie. Beaucoup de féministes étaient très méfiants des sciences. Or, moi, je suis biologiste et j'ai ressenti que je pouvais, que je voulais et que j'avais une obligation de vraiment signifier que les cyborgs avaient potentiellement un rôle à jouer dans l'intérêt des féministes et des femmes. Et après, mais justement, alors comment vous passez des cyborgs aux grands singes, par exemple? C'est quoi le Lorsque j'étais à l'université, il y avait un zoo à côté de l'endroit où j'étudiais et j'ai appris à l'un des singes à serrer la main d'une certaine manière. Non, c'est une blague. Et ma réponse est tout à fait similaire à la réponse que j'ai donnée pour les cyborgs. Suite à la Deuxième Guerre mondiale, il faut savoir que les travaux des chercheurs en biologie sur le terrain, tout ce qui est financement, provenaient des capitalistes, du monde capitaliste aux États-Unis. Tous les singes, les chimpanzés à l'époque, étaient en Afrique, à Bornéo. Les orang-outans de Bornéo, par exemple, les chimpanzés en provenance du Kenya, les gorilles du Rwanda. Tous ces animaux étaient des animaux qui vivaient dans un monde où leur pays avait été colonisé d'abord et venait d'obtenir l'indépendance. Et l'argent pour les étudier provenait du monde capitaliste américain qui finançait des étudiants comme moi pour que je puisse prendre l'avion pour aller en Afrique pour étudier la nature. Une nature à l'époque où il y avait des problèmes de genre, de race, de classe, tellement de problèmes. Mais en même temps, il y avait cet engagement vis-à-vis des animaux avec les gens qui travaillaient sur le terrain en Afrique. Et aujourd'hui, ce sont les scientifiques qui sont responsables des travaux sur le terrain. Donc, de mon côté, je voyais bien qu'il y avait ces engagements très importants avec ces animaux essentiels qui étaient menacés d'extinction à cause des risques liés à leur habitat et à cause du colonialisme et à cause du rôle que j'ai pu jouer dans l'histoire parce que je suis américaine et parce que mon peuple est en mesure de me donner de l'argent pour aller étudier en Afrique. Mais au moment où je me suis rendue, par exemple, dans ces pays gagnaient en indépendance, obtenaient l'indépendance. Donc, comment ne pas tenir compte des engagements des États-Unis d'Amérique d'un côté et de tout le mal qui avait été fait par les États-Unis par ailleurs? J'avais toutes ces idées qui me tournaient dans la tête en tant qu'étudiante dont les études étaient financées par la guerre froide. Et aujourd'hui, là, vraiment, puisque la question du moment est très importante dans ce que vous venez de dire, qu'est-ce qui décide de l'attention que vous allez porter? Là, en ce moment, par exemple, là, vraiment, en ce moment, qu'est-ce qui mobilise votre attention, là, maintenant? Maintenant, la chaleur. Alors, la chaleur. Alors, qu'est-ce que faites-nous un peu du Haraway, là, sur la chaleur. OK. It's very sensual. Alors, c'est quelque chose de très sensuel.
c'est sur cela que notre attention est concentrée. Avec mon époux, avec nos chiens, il y a un mois, nous sommes allés vers le Montana. Et même il y a 5 ans, si on prenait la voiture pour se rendre dans le Montana, c'est à plus de 1400 km, si on y allait, le pare-brise de la voiture était forcément couvert d'insectes morts. Or, aujourd'hui, on n'en avait quasiment aucun en roulant de la Californie jusqu'au Montana. Les populations d'insectes sont décimées. La biodiversité, très clairement, est en diminution. Nous avons dormi dans une cabane construite par la famille de mon mari aux années 20, et très clairement, il n'y a quasiment plus de poissons dans la rivière. Il est très clair que tous les animaux sauvages dans la forêt, il y en a moins. Il y a les loups qui sont revenus, c'est très bien, ils reviennent en plus grand nombre, c'est formidable. Mais l'aigle n'était pas là comme avant. Les aigles qu'on avait l'habitude de voir n'étaient pas là cette année. C'est-à-dire l'expérience sensuelle de l'absence, c'est ça qui attire mon attention grandement actuellement. Et ça provient de l'amour et ça me donne de la rage. Emma Goldman est quelqu'un que j'admire, qui a parlé de l'amour et de la rage. Et ensuite, elle a dit, et quoi après? Et après? Et après, OK, après, I'm a scholar. Et donc? Je suis universitaire, je suis savante. Je parle, je discute. After that, okay, so staying with the trouble. Après, alors, dans mon livre Vivre avec le trouble, qui s'intitule Vivre avec le trouble, c'est un livre qui s'est imposé à moi avec énormément de force. J'étais furax par rapport au terme anthropocène, furax de savoir que c'est notre espèce qui a créé cette situation où désormais il y a une classe, une région de gens riches, de colonisateurs qui ont créé cette situation il y a 500 ans peut-être, mais surtout après la Deuxième Guerre mondiale. L'Anthropocène, c'est surtout la responsabilité des gens qui ont construit ce monde suite à la Deuxième Guerre mondiale. La population d'êtres humains sur cette terre aujourd'hui est 3 fois plus sur cette terre que l'année où moi je suis née et je suis encore vivante. Je suis une femme blanche, riche et de mon vivant, le nombre d'êtres humains sur cette terre a été multiplié par 3. Et il y a tellement de racisme, un racisme sans fin. Ce trouble auquel je fais référence, c'est la domination humaine sur cette planète. Et vous avez toutes ces divisions de régions, de races, de pauvreté, de privilèges, et encore et encore. Et comment est-ce que moi j'aurais pu vivre sans écrire de mon énervement par rapport à l'Anthropocène? La réalité de l'Anthropocène et tout le scandale qui sous-tend cet Anthropocène. Et puis j'ai un autre ami qui a proposé un autre terme, pas Anthropocène, mais Capitolocène. C'est la période du capital. C'est tout à fait vrai. Si on devait nommer une chose, si on manquait de langage, si on n'avait qu'un mot, le mot capitalisme est probablement meilleur que bon nombre d'autres mots. Mais c'est trop gros, trop petit et trop dominant, trop néfaste. On a besoin d'une histoire qui est grande, suffisamment grande, mais pas trop grande. Et le capitalisme, c'est là pour extraire. Et on ne sait pas vraiment ce qui se passe sur tous ces marchés, avec toutes ces personnes qui travaillent, avec ces écoles. Et moi, j'ai envie de quelque chose qui est bien plus proche du terrain, proche du sol. Je veux une histoire qui prête beaucoup plus attention à tout ce qui va au-delà de l'humain, alors que dans la théorie capitaliste, on ne parle que des humains. Marx faisait beaucoup plus d'efforts pour parler du non-humain. Mais bon, Capitolocène, c'est un mot qui convient. Et donc, moi, j'ai proposé un nouveau mot. C'est un peu comme le nom de ma chaîne, Shindishu. Il faut bien écouter. Moi, j'ai proposé le terme Fulusé, c'est-à-dire l'époque des personnes de la Terre. Phonoc, c'est un mot fabuleux. C'est un mot qui tire ses origines du grec. Je connais le grec, le latin.
grâce aux écoles de la bourgeoisie que j'ai eues, même en tant qu'une personne de la classe ouvrière irlandaise. J'ai bénéficié de cette éducation pour être sûre que je connaisse le grec, que je ne fasse pas, que je n'ai pas 10 enfants, que je sois une bonne citoyenne américaine. Je connais le grec et donc j'ai ce mot phanek qui veut dire les entités de la Terre. Et puis les kainos, c'est-à-dire l'espace-temps du maintenant, d'un maintenant épais. C'est vraiment le maintenant très épais, le temps présent, un présent imbibé, ce présent imbibé des êtres de la Terre. Le Phulucène. Il s'agit de personnes du passé, en revanche, de personnes primitives qui sont mortes, qui sont parties, qui ne sont plus vraies. Or, le sol avance et produit plein de propositions, plein de possibilités, une richesse. Et nous sommes dans cette terre, nous sommes de cette terre, nous provenons de cette terre, nous vivons de cette terre. Donc Bruno parle de comment atterrir. Or, cela permet de présumer qu'on est déjà au-dessus. Mais je pose la question, Bruno, qui est au-dessus? Qui a besoin d'atterrir? Et il répond, oui, il y a des personnes qui ont besoin d'atterrir. Mais moi, je prétends que la Terre est là, elle s'ouvre, elle avance avec toutes ses matérialités. Et moi, j'avais envie de nommer cette époque, cette période où il y a le moment d'avancer. Peut-être, pas sûr, mais peut-être qu'il est encore possible de nourrir cette terre, de nourrir un présent plus juste et un futur plus juste. On n'a aucune garantie, aucune idée de la direction dans laquelle nous devons aller. Dans ce sens, le marxisme ne nous aide pas. Aucune direction ne nous est donnée, mais peut-être, et vraiment peut-être, nous avons une opportunité si nous nous concentrons sur la matérialité, c'est tout ce qui est social, tout ce qui est humain, tout ce qui est plus que humain, mais il s'agit surtout de l'attention, de prêter l'attention et de ressentir. Parce qu'on n'a pas la possibilité d'avoir un statu quo. On ne va pas pouvoir régler le bordel, réparer le bordel. Les pertes, ce sont des pertes permanentes. Il y aura beaucoup d'autres pertes. Beaucoup d'autres pertes sont à venir. Mais en même temps, le moment du maintenant, c'est le moment d'étudier tout ce qui est possible. Et ce sera une surprise. Il s'agit de remédiation, de remédier à ce que l'on peut. Et c'est ça qui m'a amené à proposer un nom que personne ne sait prononcer, que personne ne veut utiliser. Mais moi, j'ai proposé un autre terme qui est meilleur, parce que c'est un terme qui propose, qui interroge les personnes. C'est un terme qui reconnaît qu'il y a eu la mort, qu'il y a un travail à faire sur la mort, mais c'est un terme qui reconnaît que le travail n'est pas encore fini. Isabelle, Bruno, Vincienne, tous ensemble savent qu'en travaillant ensemble, il y a moyen de générer ce qui va venir en tenant compte de ce qui est déjà là maintenant si on prête l'attention. Et donc, j'ai proposé le Chalucène, mais personne ne veut prendre ce terme, le prendre à bras-le-corps. Il y a un débat un peu débile en France autour du fait de savoir si les scientifiques peuvent être des militants ou pas, et on reproche, certains reprochent aux académiques, aux universitaires, etc., d'être trop militants. Bon. Alors moi, comme je suis journaliste, j'aime bien les débats débiles. Et donc, qu'est-ce que vous attendez que des lecteurs, enfin, comment dire, vos textes, ils produisent du savoir, mais on sent bien qu'ils ont une autre intention que de produire du savoir. Yeah, c'est vrai. Ils veulent mettre en action. On est d'accord? Yeah. OK? Yeah, c'est vrai. OK. Premièrement, il faut commencer à lire. Never mind, Spanish. Parce que oui, Donna était en Espagne, alors donc elle fait. Alors, oui, en anglais. Premièrement, il faut commencer à lire, ou commencer par lire. Et à mon avis, c'est très important pour moi, pour nous tous, de nous rappeler que très souvent,
dans mon monde, c'est que les plus radicaux, ce sont les scientifiques. Après l'élection de Trump, nous sommes tous descendus dans la rue. Nous avons protesté par rapport aux politiques sur le climat. Nous avons protesté sur les politiques reproductives, tout ce que voulait faire Trump. Il nous donne tellement d'opportunités pour descendre dans la rue. Or, les personnes les plus actives, les plus présentes dans ces manifestations, c'étaient les jeunes scientifiques, les étudiants, les thésards, vraiment les jeunes scientifiques, ils étaient tous là en nombre, ils étaient là dans la rue et ils comprenaient très très bien ce à quoi nous allions faire face par la suite. Et beaucoup provenaient du monde de l'ingénierie, de la biologie, des sciences humaines, du monde des arts. Vraiment, la présence la plus radicale lors de ces manifestations, c'était les scientifiques. Et j'ai trouvé ça très important. Donc, réellement, j'ai été très surprise par mes lecteurs. Déjà, je suis très étonnée que des lecteurs existent. Et savoir qui sont ces lecteurs, cela me surprend. Et j'avais l'impression d'écrire pour un certain type de personnes. Je pensais écrire pour des personnes qui allaient lire et s'énerver, et les personnes que je n'aurais jamais imaginées lisent et réagissent à mes écrits. Mais par exemple, vous pensez à qui? Je ne me suis jamais attendue à ce que des artistes me lisent sérieusement. Mais en même temps, vous utilisez l'art comme un argument. Vous utilisez la science-fiction, mais pas voilà. Oui, mais moi je pensais que j'écrivais uniquement pour des scientifiques. Je pensais que j'écrivais pour Bruno Latour, par exemple. Mais il a fallu des années avant qu'il ne lise mes livres. Il en a lu, et en fin de compte, Bruno est devenu un très bon féministe. J'ai pu lui donner une carte d'identité, mais il a fallu du temps. Il a vraiment fallu du temps. Nous, les gens des études scientifiques féministes, nous avons lu Latour ainsi que d'autres personnes qui ont écrit sur les sciences du genre bien avant que eux ne nous aient pris au sérieux pour nous lire. Et ça m'a énervé à l'époque. Et certains ou certaines d'entre nous, nous avons riposté parce que c'était nos amis. Je suis tombée amoureuse de Bruno dès que je l'ai rencontré et je n'allais pas le laisser s'en sortir aussi facilement que ça. Donc j'ai riposté. Nous avons dû devenir féministes dans notre secteur si on voulait être efficace. Mais faire en sorte que ces gars nous lisent, au départ, c'était impossible. Sérieusement. Et les Américains, ils étaient bien pires que les Français. Oui, Alba, tout à fait. C'est vrai. Mais ça devrait être la plus grande des réussites, d'être lu par autre chose que par des académiques. Répétez, pour favor. Être lu par des gens qui ne sont pas des académiques, c'est la plus grande réussite. Oh, I love it. Yeah. Ah ouais. I am read by people who oui, aren't academics. J'adore. Aujourd'hui, je suis lue par des personnes qui ne sont pas des académiques, et c'est formidable. Et est-ce que vous êtes utilisé par des militants, par exemple? Est-ce que vous le voyez? Est-ce que vous êtes... J'aimerais qu'il y ait plus de militants qui lisent, point. Peu importe que les militants me lisent moi ou d'autres, mais on a besoin de plus de militants. Ça veut dire quoi? Je pense que les militants sont faibles, trop faibles. Nous avons besoin de mouvements beaucoup plus forts. Et des mouvements qui sont ouverts à la surprise, au changement, qui sont ouverts à des choses que nous ne savons pas encore fabriquer. Bruno, par exemple, ce dont il a parlé. Il a dit qu'il fallait chercher à créer une nouvelle classe écologique et qu'il allait falloir savoir faire des concessions et créer un nouveau type de militantisme. Et ça ne peut pas être le type de militantisme que nous avons vu par le passé. Il faut que ce soit une nouvelle approche.
où on apprend à faire, à créer ensemble. Et j'ose espérer que mes écrits, que ce que je dis, que mes espoirs, que ma rage, mon désespoir, tout ce que j'essaie de dire, les explications que je donne sur mes process, j'espère que cela permettra à ça de voir le jour. Mais par exemple, qu'est-ce qu'il faudrait créer comme alliance qui n'existe pas aujourd'hui? Quel type d'alliance il faudrait créer? Une chose qui est absolument essentielle, il faut qu'il y ait plus d'alliances avec les scientifiques écologistes. Il y a énormément de personnes qui continuent de s'imaginer que l'histoire et les éléments de fait sont des choses qui s'opposent. Or, ce n'est pas vrai. Pour moi, la science est remplie de récits et ça, c'est quelque chose qui est tout à fait nécessaire. Donc, il faut qu'il y ait des alliances avec les spécialistes en informatique aussi, avec les artistes, avec Monsieur Tout-le-Monde, les gens de la rue qui vivent dans des maisons, avec les immigrés qui sont à la frontière, avec des personnes, par exemple, qui travaillent dans le domaine des droits humains liés au trafic des êtres humains, au trafic sexuel. Il y a ce besoin de créer des alliances, mais personne ne peut créer toutes les alliances qui sont nécessaires. Nous créons des alliances à partir d'un certain ensemble de préoccupations et d'actions et possibilités. Et ensuite, ces alliances-là continue de se développer en incluant d'autres. C'est-à-dire que c'est un genre de communalisme. L'anarchie, ce n'est pas une bonne approche, mais c'est un genre de communalisme avec les alliances qui doivent être fortes. Et je soutiens les avocats qui œuvrent contre l'État. Je soutiens les avocats au sein de la Commission sur les droits humains aux Nations Unies. Je soutiens toutes sortes d'institutions libérales. Mais en même temps, ces organisations sont très éloignées de ma perception du monde. Parce que moi, je pense que nous avons tous besoin les uns des autres. Nous faisons tous une partie du travail qui est nécessaire. Et à la base, nous devons savoir créer les liens entre toutes les personnes qui font le travail, plutôt que de bloquer ou d'éliminer certaines personnes en disant non, ils ne font pas le bon travail. Le travail est trop grand pour ne pas accepter la contribution de chacun. Je fais une parenthèse, mais vous dites, dans la manière dont je trouve ça monte, vous êtes encore marxiste? Moi? Ouais. Oui, je suis encore catholique. C'est pas la même chose. Oh, that's impossible. Impossible. Oui. Si je peux avoir une seule réponse, la réponse est oui. Vous voulez pas développer? En quoi vous êtes? En quoi c'est une analyse? Je suis très rétrogressif. Rétrograde? Ah bon? Okay. Pourquoi? Okay. More seriously. Of course, I'm not a Marxist. Plus sérieusement. In any way that really, I am actually still a Catholic. Bien sûr, je suis plus catholique que marxiste. Mais je suis encore vraiment catholique. On ne peut pas répudier les choses qui nous ont constitués. On ne peut pas juste les enlever de la manière d'un serpent qui enlève sa peau. Vous avez l'air de ne pas avoir envie de parler du marxisme, mais parlons du catholicisme. Alors, pourquoi, en quoi vous êtes encore catholique aujourd'hui? Well, because I hate the barely secular Protestant Simplement semiotics of the academy. Parce que je déteste l'approche séculaire de l'économie. Je trouve ça opprimant. Je trouve que c'est ancré dans une lutte contre le catholicisme à la base. Je déteste la doctrine qui a été signée comme quoi il faut séparer l'État de la religion. Moi, je suis quelqu'un de sérieux, quelqu'un de catholique qui parle de la chair du monde. Je proviens de la chair du monde. J'ai été ancré dans la chair. Je suis la chair. Alors quand on nous parle de binarisme et de séparation, comme les protestants, comme dit Bruno, ils n'ont jamais assez brûlé de choses. C'est ça leur problème. Et donc c'est un engagement sérieux, oui, à la matérialité. Et je l'ai appris en tant que bébé, en tant qu'enfant catholique. J'ai connu l'enfant Jésus
lorsque j'étais bébé. Ça vous change. Devant l'Église, je suis son pire ennemi. Or, devant quelqu'un qui est contre le catholicisme, je deviens très, très croyante. Et devant ou en faisant face à d'autres églises qui sont des organisations très totalitaires, je les comprends. Je comprends le totalitarisme dans mes os parce que j'ai grandi dans une organisation au sein d'une entité totalitaire. Je comprends cette approche et j'ai besoin de comprendre le totalitarisme pour le travail que je fais. Depuis le début de cette discussion, il y a un mot que vous avez prononcé à plusieurs reprises qui est le mot d'amour. Vous avez parlé de l'amour pour votre chien. Après, vous avez parlé plusieurs fois d'amour aussi. Mais du coup, par exemple... je n'ai aucun amour pour l'Église. Non, mais... Je peux le dire. OK. Non, mais l'amour, c'est une notion ultra-catholique. Très catholique, l'amour. Non, mais... Non. Pas que. Qu'est académique. Enfin, je sais pas, pas que. Évidemment. Well, it's complicated. Mais c'est compliqué. Ma question était... Non, mais je dis pas que... Non, mais... Ok, ce que je veux dire par là, c'est qu'est-ce qu'il y a dans ce que vous appelez amour, un peu de ça, de l'amour des catholiques. C'est ça que je voulais dire. Alors, c'est un mot qui est très difficile. Et il est très difficile si on commence à rentrer dans le détail pour décortiquer le mot. Alors, l'un de mes pires ennemis, c'est la personne qui possède un chien et qui me dit que leur chien les aime de façon inconditionnelle. Parce que je trouve que cela est quelque chose de très, très violent de dire cela. Parce que ça veut dire que la personne ne prête pas du tout attention à son chien, à sa personnalité, à ce que dit ou exprime le chien. Présumer qu'il y a cet amour inconditionnel. Pour moi, un chien est là pour être un compagnon. On n'est pas là forcément pour indoctriner le chien, pour qu'il nous aime de façon inconditionnelle. Mais il faut savoir écouter le chien, faire attention, réagir au chien. Et il faut savoir s'attendre aussi à ce que le chien, comme ma chienne Shinachu, de me respecter, de faire attention et d'entrer en relation avec moi, avec des obligations. Moi, j'ai un chien, le chien m'a moi. On pourrait appeler cela de l'amour. Nous sommes en relation, c'est une relation de soins permanent, on s'est engagé. Je m'y suis engagée. Et pour moi, l'amour est surtout lié au fait que l'on prête attention, on fait attention. Il y a une vulnérabilité du sentiment, une vulnérabilité pour réfléchir, pour répondre. Et il y a des dénis, il y a des fantaisies, il y a de la violence. Mais il faut tenir compte de tous ces éléments et ça ne me convient pas de donner une définition simple de l'amour. Moi, je refuse d'abandonner les mots importants tels que l'amour. Je ne céderai pas ce mot à l'ennemi. Je ne vais pas céder le mot liberté. Je ne céderai pas le mot amour. Ce sont des mots qui sont trop importants pour que je les brade, pour que je les cède à l'ennemi. Et... l'amour, enfin, ça peut nécessiter une forme d'égalité. Est-ce que vous considérez qu'on est égaux avec les chiens, avec les autres organismes, etc. Est-ce que cette idée même d'égalité, il faut la balayer et que c'est autre chose qui se joue? Ça dépend. Quelle est notre place? Ça dépend des circonstances. OK. Equality is overrated. L'égalité est exagérée, on lui accorde bien trop d'importance. Personne, lorsqu'on veut être un bon parent, personne ne démarre en disant « nous allons faire valoir l'égalité entre nos enfants ».
forcément, on doit prodiguer des soins aux enfants et les soins qui sont nécessaires peuvent varier. Et on doit enseigner des choses aux enfants. On doit les aider. On doit leur poser des questions. On doit les écouter. Il y a des choses qui sont obligatoires, d'autres choses qui peuvent être proposées. Et on doit simplement cultiver la possibilité de liberté chez les enfants. Et je ressens la même chose pour toutes mes relations. Et cela va de soi que je ressens cela avec nos chiens. Nous les formons, nous travaillons énormément pour ce qu'ils aient le droit de pouvoir se balader sans la laisse. Parce que moi, je sais que je peux compter sur mon chien. Lorsque je l'appelle, il va revenir. Ce n'est pas quelque chose de naturel, c'est quelque chose que nous avons développé, cultivé ensemble, avec énormément de produits, de petits bonbons, de petites tricheries pour faire venir le chien avant qu'il ne revienne vraiment de son plein gré. Nous avons enseigné à notre chien la discipline de la réponse et un bon mot pour cela, c'est l'obéissance. Je lui obéis, elle m'obéit. Si je travaille du point de vue de l'égalité, ma chienne aurait déjà tué des dizaines d'enfants, des dizaines de chiennes. J'exagère, elle n'irait jamais tuer des enfants, mais elle pourrait tuer d'autres chiens. Donc, nous l'avons formée pour être non violente, et c'est une technique que j'ai apprise grâce à une personne très douée qui m'a appris comment attirer l'attention de mon chien vers moi pour qu'elle soit récompensée pour avoir regardé l'autre chien sans faire quoi que ce soit. Au lieu de réagir de façon agressive, elle me regarde moi et je la récompense. Je lui donne un morceau de poulet succulent et elle reçoit cela absolument chaque fois. Parce que c'est ce à quoi elle s'attend. Nous avons un contrat, elle et moi. Elle s'attend au poulet à chaque fois qu'elle n'agresse pas un autre chien. Voilà, je ne suis pas d'accord pour les relations libres. Moi, j'ai des obligations, elle en a. Je lui demande de me regarder lorsqu'elle a vu ce chien. Et si elle me regarde au lieu d'attaquer le chien, elle reçoit un cadeau. Or, beaucoup de personnes dans le monde donnent tout ce que veulent leurs chiens. Et ainsi, je considère qu'ils ne les éduquent pas, ils ne les forment pas. Moi, j'utilise ces morceaux de poulet pour apprendre aux chiens à comprendre la vérité, pour créer une relation où nous avons du plaisir tous les deux. Donc, l'égalité, ce n'est pas un mot qui aide. Dominer, ça n'aide non plus. Ce ne sont pas des mots intéressants. J'allais vous poser la question. Quand vous décrivez ça, on peut voir une forme de domination, mais vous pensez que la domination, c'est pas non plus un bon mot? Ça dépend de la situation. La domination, ce n'est pas un joli mot si on veut parler de relations entre êtres humains ou avec les animaux. Ça décrit ce que nous avons fait dans le domaine de l'extraction, de l'extractivisme, par exemple. Nous, ce que j'appelle l'appareil, nous, sur le plan même personnel, des fois nous aimons adopter ce rôle de domination. Si on regarde l'histoire des colons, on a toujours cherché à dominer. La domination, c'est un élément de fait historique. Donc, je ne suis pas en train de dire que ça n'existe pas, c'est juste que je ne pense pas qu'il nous en faut encore et encore. Donc nous devons faire attention à nos mouvements, à notre façon d'imaginer les présents qui sont possibles, y compris le futur, mais nous devons également reconnaître ce qui existait dans notre passé où il n'y avait pas de domination et il faut savoir tirer enseignement de cela. Nous devons comprendre que parfois on nous raconte la mauvaise histoire sur notre passé. Nous pensons que c'est la domination qui nous a permis d'avoir ce beau monde entre guillemets, qu'il faut de plus en plus de domination. Or, nous devons apprendre à nous souvenir de tout ce qui était bon où il n'y avait pas de domination. Donc, j'essaye de ne pas utiliser de métaphores sur la guerre, pas de métaphores sur la domination. J'aime penser à l'autorité, j'aime penser à l'obligation, j'aime penser aux conséquences.
je veux essayer de contribuer à la construction, à la réhabilitation de certains mondes qui réduisent les niveaux d'agression et de domination, afin de constituer ce qui est à mon sens plus vrai, plus véridique, c'est-à-dire des mondes de collaboration, de coopération. Et pourquoi, pour vous, c'est si important de passer par les histoires pour faire ça, raconter des histoires? Écoutez, je suis américaine. Les Américains vivent pour le présent. Ils vivent dans un monde instantané, dans le monde du now, du maintenant. On a cette obligation. Pour être un vrai Américain, on ne peut pas parler du passé, on ne peut pas se souvenir des choses. Regardez la Floride. Tous les livres qui parlent de l'esclavage, on pourrait en parler. Je parlais des histoires. Ouais, storytelling, not history. Oui, mais moi je parle des deux. Le mot est le même. C'est le même mot et il y a une bonne raison pour cela. Voilà. En français, on dit récit, narration en anglais. Alors, lorsque j'étais étudiante, j'étais très bonne en anglais, en langue anglaise, en langue créative. J'écrivais de la fiction, j'adorais la fiction. Tout mon être est saturé de récits. Moi, je ne peux pas passer une journée sans au moins me raconter une histoire. C'est souvent une histoire personnelle, mais également une histoire technique. Parce que je pense que les deux vont se chercher. On se séduit mutuellement. Est-ce que c'est ton histoire? Je pense que c'est mon histoire. Est-ce ton histoire? Les histoires sont dans l'affirmatif, mais il y a un questionnement aussi. Et je pense que le récit, le fait de narrer une histoire, c'est une partie très importante de cette situation où on commence à faire attention à soi-même. Et les histoires ne viennent pas en opposition à la théorie. Beaucoup de personnes ont essayé de me convaincre « Ah, tu n'es pas assez théorique, toi tu racontes que des histoires. » Et moi je leur dis « Non, en fin de compte, moi j'ai raison, vous avez tort. » Au contraire, ma façon de théoriser est de raconter des histoires, et je pense que vous le faites aussi, mais vous êtes dans le déni. Je vais vous montrer les récits qui sont imbriqués dans vos théories. Je vais vous montrer les appareils que vous construisez à l'intérieur de vos théories. C'est un peu comme si on était dans un laboratoire et comme si on travaillait avec les sciences pour montrer l'appareil qui rend possible les éléments de fait. Si on a une théorie, on a un appareil et un appareil sera forcément saturé d'histoire. Et une fois que la théorie est développée, ce sera grâce au récit. Et moi, mon rôle est de ramener la mémoire dans la théorie en racontant des histoires. Par exemple, j'ai proposé une figure de ce jeu de ficelle. C'est le jeu auquel on joue quand on est enfant. On met les ficelles entre les mains. J'ai proposé cette figure, cette approche-là. Et moi, je pense que c'est aussi un appareil technique qui est très utile pour réfléchir, pour développer la réflexion. Ça permet d'avoir des schémas qui sont imbriqués, qui communiquent entre eux, et on ne sait jamais quel est le prochain schéma qui va être mis en place grâce au fil. Mais si on laisse tomber tous les fils, tout disparaît. Mais si on fait bien ce jeu de fils, les deux personnes qui jouent héritent des schémas des autres, des schémas qui ont pu être créés par le passé, et on apprend comment créer des modifications pour créer un schéma encore plus amusant. L'une des choses que j'ai étudiées, et ce jeu de fil, je ne sais pas si vous voyez, ce jeu existe partout dans le monde. Il n'est pas forcément le même jeu, mais il y a toujours des variations sur le même thème. J'ai étudié Navajo aux États-Unis. Et
il y a une pratique où on raconte des histoires en hiver et on raconte des histoires aux jeunes, on leur parle des étoiles, du ciel. Et les schémas dans ce jeu avec les fils reproduisent les images des étoiles. Et ça permet aux jeunes d'ancrer les histoires des étoiles et ils savent où ils habitent et comment habiter de façon harmonisée, en équilibre par rapport aux étoiles. Et ça continue, c'est une pratique qui existe encore, c'est quelque chose qui est enseigné dans les écoles dans l'Arizona et dans les réserves indiennes également. C'est vraiment une façon d'apprendre aux jeunes de réfléchir. C'est une façon qui permet aux jeunes de parler des différents mondes du cosmos. Et donc, moi, j'ai proposé ce jeu, pas seulement comme un exemple d'autre chose, quelque chose de préexistant, je l'ai proposé comme une pratique de pensée qui nécessite plus d'un intervenant, plus d'un joueur. Il faut au moins 2 mains. Ça peut être un même joueur, mais à ce moment-là, c'est quand même plus facile si on joue à 4 mains, donc avec 2 personnes. On peut même jouer avec les pieds. Mais ce que j'essaie de dire, c'est que le schéma passe entre les mains. Il y a tout un ensemble de façons de faire. Isabelle m'a convaincu qu'il fallait utiliser sa méthode et Isabelle Stengers, à travers Deleuze, elle a pu expliquer cette approche de façon absolument magnifique, ce jeu des fils, et elle a passé, elle sait parler des schémas, moi je ne sais pas en parler de la même manière, mais ce jeu de fils est une pratique pour réfléchir. Et je pense que dans l'histoire du modernisme, cette façon de réfléchir, tel Peter Remus, où on va du point A vers le point B, où on apprend à tout diviser par 2 et à construire des arbres binaires en permanence et rien d'autre, on peut réfléchir de façon binaire ou on peut avoir 3 choses. Mais si on essaie de réfléchir avec plus de 3 idées à la fois, on n'a pas le schéma, on n'a pas l'appareil. Très souvent, on parle de pensée linéaire au lieu de parler de pensée holistique. Or, on ne sait même pas ce que c'est que la réflexion, la pensée holistique ou la pensée linéaire. Quelle que soit la méthode, il s'agit toujours de schémas trop simples. Or, ce jeu de fils permet des schémas beaucoup plus complexes. Et nous, sur le plan cognitif, on n'a pas l'habitude de créer des schémas complexes. Je pense qu'il est très important d'emprunter, de prendre et de s'approprier des pratiques qui viennent des autres, même si ces pratiques peuvent être critiquées, on peut nous dire que c'est une autre forme de colonialisme, mais nous pouvons apprendre grâce aux autres qui vivent en dehors de nos propres traditions. On peut faire comme ça. Quel risque c'est ? Le risque est qu'il y ait un jeu de pouvoir déséquilibré, un accès déséquilibré vers le prestige, vers le langage, vers l'argent. Il y a un risque très simple. Qui est responsable de quel risque ? Il y a un autre risque en passant par des histoires plus que par des raisonnements tout à fait logiques. Qui est que les histoires, alors peut-être que c'est un jeu à 2 justement, mais les histoires sont plus pleines de sens. Elles n'ont pas un seul sens en général. Elles sont livrées à l'interprétation du lecteur. Ça, c'est un risque quand on essaye de produire du savoir, non ? Pour moi, raconter des histoires, le fait de raconter des histoires, c'est nécessairement beaucoup plus ouvert. Raconter une histoire, on ne peut pas arrêter, faire cesser la prolifération, la lecture d'histoire ou la prolifération des interprétations quand on raconte une histoire.
Et lorsqu'on parle d'une approche logique, forcément, on amène la fin du récit. Et ça aussi, c'est très important. Donc, je ne suis pas contre toutes ces technologies, je suis en faveur des technologies, mais je veux simplement que les gens les reconnaissent comme étant des technologies et pas comme étant une façon de réfléchir. Et pourquoi vous faites autant de blagues? Jokes. There are a lot of jokes in your books. Oh, jokes, yeah. Non, mais le rire, ça a quelle fonction? Parce que c'est quand même très rare. Enfin, il y a peu d'académiques, enfin de chercheurs qui font des blagues. Vous faites des blagues, vraiment. Yeah, c'est pas simplement des petites allusions vaguement marrantes quand on connaît le contexte. C'est des blagues. Yeah, I've been doing it all afternoon. Ah voilà. Oui, et je le fais depuis le début de l'après-midi. Oui. C'est quoi? Non, mais vous faites ça pour rigoler, mais pas simplement pour rigoler. Si vous faites ça dans votre livre, si vous mettez WAF à la fin de phrases, etc., il y a un truc, vous cherchez quelque chose. OK. There are many things to say about this. Alors, j'ai beaucoup de choses à dire là-dessus. Tout d'abord, je crois que les bébés sortent du ventre de la mère différemment. Moi, je suis sortie du ventre de ma mère en racontant des blagues. Mais aussi, les blagues, on peut toujours les interpréter de plusieurs façons. Les blagues ont toujours le côté qui coupe, comme un couteau. Les blagues ne sont jamais des trucs tranquilles. On vit ça, surtout sur Internet, où il y a quelqu'un qui raconte une blague et pour quelqu'un d'autre, c'est une insulte très facilement. Et à juste titre. Pour moi, les blagues, oui, avec les blagues, on est sur le fil. Et moi, j'utilise les blagues parce que j'ai besoin d'être sur le fil. Je peux être très pieuse, une catholique très pieuse, et j'ai besoin des blagues pour bloquer ce côté pieux, ces certitudes que je pourrais avoir. C'est pas un rire désespéré face à l'état du monde. Well, it's a little desperate. Ah si, c'est un petit peu désespéré. Yeah, si. It's a little desperate, but it's also. Look. Mais bon, Vinciane m'a appris ceci, Vinciane Desprez. Il faut travailler plutôt en additionnant, pas en faisant des soustractions. Qu'est-ce que ça veut dire exactement, ça? Travailler par addition et par soustraction. Je vais expliquer. OK. Donc je travaille plutôt en additionnant, dans le sens où il peut y avoir une blague, on rit, mais il y a du désespoir, il y a de l'espoir, il y a du plaisir, une certaine désespérance. Le rire, le fait de rire contient toutes ces choses. Et ces choses s'échappent. Le fait de rire, ça permet de laisser échapper des choses. Lorsqu'on rit, on lâche les multitudes, y compris du désespoir. Et surtout en ce moment, je pense que nous avons besoin de savoir quelles sont les façons d'exprimer des multitudes. On ne veut pas devenir simplement une multiplicité retenue. On va bientôt passer les questions à la salle, mais j'ai une question qui revient à celle du début sur à quoi vous portez votre attention, sur qu'est-ce qui vous intéresse, pour le dire autrement. Vous avez traité un nombre d'objets incroyables dans tous vos travaux. On a cité quelques-uns, mais on voit bien qu'une chose provoque en vous des réflexions, des recherches, etc. Est-ce qu'il y a des choses qui vous intéressent pas du tout, auxquelles vous n'avez pas du tout réussi à vous intéresser, des disciplines, parce que c'est pareil, vous maniez un nombre de disciplines incroyables. Est-ce qu'il y a des trucs qui vous... Non mais, je sais pas, l'économie, par exemple, est-ce qu'il y a des trucs auxquels vous n'arrivez pas à vous intéresser? Non. Non. But it depends. En revanche, ça dépend. Bien sûr, je ne suis pas intéressée par tout. Personne ne peut s'intéresser à tout. Je suis quelqu'un d'ordinaire, je suis une vieille dame avec un cerveau.
qui fatigue, mais si parfois quelqu'un me raconte quelque chose où je pensais ne pas m'y intéresser, et tout d'un coup je me rends compte que je suis intéressée. C'est très facile de m'intéresser. Je suis facilement intéressée par une expérience, par un événement, par une personne, par une tragédie. Il est très facile de m'engager, même s'il y a 5 minutes, par exemple, je n'étais pas du tout intéressée. Et c'est quelque chose que j'aime bien. C'est un aspect que j'aime bien dans la vie, dans le fait d'être vivante. Je propose, j'imagine que vous êtes très nombreux et que tout ce que vous avez dit, Donna, fait évidemment réfléchir. Je propose qu'on ouvre les questions. Emmanuel, ici, a un micro, il y en a peut-être un de l'autre côté. Voilà, si vous avez des questions, des remarques, des blagues. Et ici, Emmanuel. Le micro. Qui porte le micro? Okay. Là, c'est le moment où on peut... Et pendant que le micro est en train de traverser la scène, je voulais raconter une autre histoire. Ok, une autre histoire. L'un de mes collègues, une fois, m'a parlé de mon premier livre, Le Manifeste Cyborg. Il m'a dit, OK, c'est très intéressant, mais est-ce qu'il fallait mettre l'évier dedans? Est-ce qu'il fallait parler de l'évier de la cuisine? Ça, c'est excessif, c'est pas nécessaire. Est-ce que vous aviez vraiment besoin de parler de l'évier? Autrement dit, est-ce que vous aviez besoin de rentrer dans autant de détails? Et ma réponse était tout simplement non. Je ne pouvais pas. Je ne pouvais pas faire autrement. Bonjour. Oui, je suis mexicaine. Et j'ai entendu une anecdote lors d'un voyage que vous avez fait au Mexique. Vous étiez en train de vous balader dans un marché avec Susanna Berkovitch, je ne sais pas si ça vous dit quelque chose, une psychanalyste. Et elle a raconté que elle voulait vous montrer les couleurs de fleurs au marché, les odeurs, et que vous étiez intéressé pour les chiens de la rue. Et que, donc, vous avez suivi des chiens de la rue. Et je voudrais vous poser la question, puisque ici on peut en parler. Qu'est-ce que vous avez trouvé derrière ces chiens? Pouvez-vous nous raconter? C'est juste que c'était les personnes les plus intéressantes de la rue, ces chiens de rue, justement. Bien sûr, je m'intéresse aux êtres humains, mais je suis biologiste et il y a une raison pour cela. C'est que, en réalité, je suis intéressée par ce qui est plus que humain. Et donc, je vois les insectes, je vois les chiens, les rats, je les vois. Je vois les personnes également, bien sûr. Mais mon regard est happé par les chiens. Je ne sais pas pourquoi. Je pense que je suis peut-être biologiste parce que j'ai cette sensibilité. Je ne sais pas pourquoi. Ça veut dire quoi, je vois les chiens? Bah, moi aussi, je vois les chiens. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que je ne rate jamais un chien. Est-ce que vous êtes capable de ne pas voir passer un chien? This was a very good psychoanalyst. Et c'était une très bonne psychanalyste. Merci beaucoup, Donna, d'être la personne que tu es, parce que ça donne beaucoup d'espoir. Et moi non plus, j'aime pas avoir tort, alors c'est bien de le dire, parce que comme ça, on est plus nombreux à accepter à avoir tort. Tu dis, on te demandait quel lien il est nécessaire de faire aujourd'hui. Et moi, je pense que tu le dis au travers de ton œuvre, mais il y a un lien qui est vraiment important de faire, c'est celui justement avec les animaux non humains, avec les chiens, mais pas que les chiens. Et j'aimerais bien que tu parles plus de ce lien qui peut peut-être libérer les humains. Okay. Without, we are ourselves more than human.
Alors, nous-mêmes, nous sommes plus que humains, de maintes et maintes façons. Pas seulement d'un point de vue microbiologique, mais il y a aussi les mythes, par exemple, qui vivent sur nos yeux, tous ces éléments-là. Mais bien sûr, nous vivons dans et avec les autres de cette terre, les êtres vivants, les êtres non vivants, et ainsi les autres animaux sont très importants, sont les gardiens du temple dans la terre. J'ai des amis qui prêtent bien trop d'attention aux animaux, pas assez d'attention aux champignons, par exemple. Anna, elle va voir tous les champignons. Moi, je vais voir les grenouilles et tout un tas d'autres animaux. Or, Anna, elle va voir les micro-organismes entre certains arbres et tous les autres champignons. Mais nous avons chacune notre sensibilité, mais nous sommes complémentaires parce que nous aimons les choses de la terre. Nous sommes des êtres de la terre et nous sommes là pour aimer la terre. Comme dit Anna, nous vivons sur une planète endommagée. Comment vivre sur une planète endommagée? Nous visons à réhabiliter tout ce que nous le pouvons. Et ainsi, cela nécessite de l'attention, mais l'attention de chacun. Sans Anna, je ne saurais pas comment faire attention aux champignons. Et sans moi, elle ignorerait chaque chien de rue qu'elle voyait. Oui, bonjour Donna. Hi. J'ai une question parce que j'aime beaucoup les crossovers. Et en fait, je sais que vous avez dirigé la thèse de Sandy Stone. Et j'aurais voulu savoir en fait quelle influence réciproque il y avait entre le Cyborg Manifesto et le Post-Transsexual Manifesto. Et si Sandy va toujours bien. Voilà. Merci. Alors, Sandy Stone, oui, effectivement, elle a fait sa thèse avec moi. Pour celles et ceux qui ne savent pas, Sandy Stone est une femme transsexuelle de ma génération à moi. Son père lui a dit, après sa transition, tu as été un fils magnifique et désormais tu es une fille magnifique. Et elle était ingénieure avec une société de téléphone et numérique. C'était l'un des précurseurs pour le développement de la technologie numérique. Et pendant sa transition, elle est devenue ingénieure pour une compagnie qui travaillait pour les féministes lesbiennes. Et il y a eu énormément de controverses à cause de son changement. Il a été dit, mais comment est-ce que vous pouvez permettre à un homme, en tout cas il y a certains groupes féministes qui ont dit, c'est juste une autre façon pour qu'un homme puisse mettre sa main sur les femmes, parce qu'elle sortait à l'époque avec une femme qui travaillait dans cette compagnie. Mais bon, pour revenir à l'histoire, Sandy et moi, nous nous sommes connus parce que j'étais sa conseillère et nous nous sommes rendus compte que nous partagions le même intérêt pour certaines théories. Elle était beaucoup plus sophistiquée, elle connaissait beaucoup mieux les théories qui sous-tendent les systèmes que moi. Mais toutes les deux, nous étions engagés. Nous voulions travailler pour et avec le féminisme, mais nous étions contre les séparatismes au sein des féministes. Et je ne sais pas si j'ai influencé Sandy, mais je suis convaincue que nous nous sommes influencés mutuellement au niveau de nos compétences professionnelles, mais également au niveau de nos engagements politiques. Et l'amant de Sandy était un très bon ami, a été mon amant pendant une dizaine de minutes, donc une très courte période. Voilà, on a trop partagé. Sandy et moi, on a énormément de liens, énormément de connexions. Y compris le fait, effectivement, que je lui ai servi de conseiller. Bonsoir et merci. Vous avez parlé des plus radicaux en ce moment aux États-Unis, qui semblent être des étudiants. Pour ce qui est de la France, les plus radicaux se trouvent peut-être plutôt dans une jeunesse déshéritée.
On a pu le voir encore au début de l'été. Et j'aurais aimé savoir quelle attention vous leur prêtez, quelle alliance vous imaginez pouvoir tisser avec eux, par quelle blague, quelle lecture, quelles actions. Merci. I overspoke. I'm wrong. Alors, j'ai parlé trop vite, j'ai tort. Les jeunes scientifiques ne sont pas les plus radicaux aux États-Unis, mais c'était les personnes les plus présentes dans les manifestations que j'ai décrites. Je pense que ce que vous dites, la même chose est vrai aux États-Unis qu'en France. Effectivement, ce sont les jeunes déshérités, Black Lives Matter. Ça, aujourd'hui, c'est une formation qui contient énormément de femmes noires très fortes qui œuvrent au sein de cette organisation Black Lives Matter. Mais cela va de soi que tout ce qui est mouvement des personnes de couleur dans la rue avec des personnes blanches, ce sont des personnes qui travaillent pour la justice dans le domaine de l'immigration. Là, il y a un mouvement très très fort actuellement. Et aux États-Unis, je pense que l'action la plus militante, la pensée la plus militante provient de ces personnes-là pour les jeunes. Il y a eu tout un tas d'approches, de choses qui ont été mises en place pour donner l'asile politique, par exemple, sur la frontière avec le Mexique, dans certaines parties des États-Unis. Un très gros travail est fait pour lutter contre les meurtres commis par les membres de la police. Et il y a beaucoup de travail dans les grandes villes américaines. Aux États-Unis, il y a plus d'armes à feu que de citoyens, de loin. Pour moi, il est tout à fait évident que la pensée la plus radicale provient essentiellement des jeunes actuellement, les jeunes que vous avez cités. Et ça me donne de l'espoir. Mais simplement, moi je voudrais aussi affirmer que les scientifiques sont présents, ils font partie de cette jeunesse radicale, ils ont voix au chapitre, ils se font entendre. Comment ça? Il n'y a pas d'autres questions? Ah. Alors, pardon. Oui, j'ai une question, je ne sais pas si c'est une blague. Du pour moi ou pas? Ah, pardon. Non. On est deux à parler en même temps? On fait un duo? Allez-y, je parlerai après. Moi, c'était une remarque qui n'a pas une importance majeure, mais on a le droit aux petites questions stupides aussi. Moi, je pensais que votre voisine, Donna, c'était une non-humaine, quoi. C'est pas possible d'être à ce niveau de traduction tellement spontané, voilà. C'est vrai. Oui, je suis d'accord aussi. Du coup, alors moi, on ne vous voit pas, ça ne vous dérange pas? Je suis là, pardon. À droite. Ah, pardon, à gauche, ouais. À votre gauche. J'ai une question, je ne sais pas si c'est une blague, au sens où je ne sais pas du tout où ça mène et si la réponse va être sérieuse, mais tout à l'heure, quand vous parliez de votre chien et de l'éducation du chien à revenir et à vous regarder au bon moment, vous parliez du fait que vous le récompensiez avec un morceau de poulet succulent. Et donc, ça vous faisait réfléchir à cette relation qui vous liait à ce moment-là au chien. Et du coup, j'ai eu cette question qui m'est venue, mais quid de la relation au poulet à ce moment-là? Et du relation de poulet avec vous, avec le chien et avec les deux en même temps. Voilà. Exactement. C'est pour ça que je vous ai raconté l'histoire. C'est un exemple parfait de ce bord aiguisé du couteau. Quand je parlais de blague, c'est le côté vous, c'est la partie tranchante de la blague. Parce que je ne peux pas me chercher des excuses. Je ne peux pas dire qu'elle est carnivore et que tout va bien et que c'est normal qu'elle mange du poulet. Parce que vraiment, ce n'est pas la bonne réponse. Et c'est la raison pour laquelle je vous ai parlé du poulet et elle mange des morceaux de bœuf aussi. C'est pour que vous puissiez comprendre que ce n'est pas une méthode innocente de formation d'éducation pour ma chienne. Ce n'est pas innocent.
du tout. Parce que je suis convaincue que parmi les mouvements les plus radicaux actuellement, vous avez les mouvements des végans. Ce sont des mouvements où les personnes disent simplement on refuse de tuer autant que possible les autres animaux. Moi, je ne suis pas végane, même si j'abonde progressivement dans ce sens. J'ai emmené Alba, un sac de petits trucs fabriqués à partir de carottes, insectes, des criquets et des céréales. Donc la question que nous avons désormais, est-ce que les criquets, est-ce que cela constitue une alimentation pour les véganes? Est-ce qu'il vaut mieux manger des criquets que du poulet? Et donc, je pense que cette question, il ne faut pas permettre que ce soit une question théologique. À mon sens, je pense que le scandale principal qui est sur la table, c'est toute l'organisation industrielle où on tue en masse les animaux dans les industries pour nourrir les personnes qui peuvent se payer de la viande. Et bien sûr, cela a un impact énorme sur la planète, beaucoup de cruauté, et pour les animaux et pour les personnes qui sont contraintes de tuer les animaux dans les abattoirs. Collectivement, OK, nous tuons des milliards, même pas des millions, mais des milliards de poulets par an dans le contexte industriel. OK, moi, mes poulets sont des poulets organiques qui ont grandi pas loin de chez moi et sont morts proprement. Ça ne résout pas le problème pour autant. Et je pense que le scandale fondamental n'est pas tellement qui mange de la viande et qui n'en mange pas, mais c'est toute l'organisation pour la production de la viande, y compris pour nos chiens. Les chiens sont des consommateurs énormes de viande industrielle. Et ça, c'est un problème. Il y a trop de chiens dans le monde de la même manière que probablement il y a trop d'humains. Probablement. Je suis pas sûre. Merci. C'est incroyable tout ce qu'il y a dans chacune de vos blagues. Chacune de quelle? De vos blagues. Hey. Here. Thank you. It might be an existential question, or at least like echoing my existential questions. But I was wondering how you deal in yourself with this double story. Of one side, like this, like double death loving epoch that you describe, like very like daunting side of the Anthropocene, and this invitation to reconnect to very specific element of the world, and that might like, I don't know, capture a lot of attention, and you might forget the whole story. This like double layer of the Stulusen, maybe, like how you deal with it, like emotionally or existentially. How I deal with forgetting, and the this and the layers of forgetting. Zoom and de-zoom, because if you're like just focusing on dog, then you might forget it's not only about dog, but if you forget dogs, you might forget the like materiality of the world. En gros, est-ce que vous n'avez pas peur parfois de perdre de vue vraiment on va dire la vision à plus grande échelle quand vous êtes en train de vous concentrer sur le chien, de suivre le fil du chien? Est-ce que vous n'avez pas peur d'oublier le grand dessin? Et comment gérer toutes vos émotions qui peuvent partir dans tous les sens, et comment garder le souvenir de tout ce qui est important pour vous ici et maintenant et tout ce qui a été important pour vous? C'est un résumé. Je ne suis pas certaine de savoir répondre à cette question, mais ça reste une question très importante. Je suis une personne qui ressent énormément d'émotions. J'ai toujours énormément d'émotions qui arrivent à la surface. Et les pratiques, lorsqu'il s'agit de me souvenir, d'oublier, de savoir, ne pas savoir, ressentir, ne pas sentir, ce sont des choses qui sont intrinsèques au travail que je fais. Et donc, consciemment, je ne peux pas répondre à votre question. Je peux simplement dire que mon approche est un process, une itération en continu. Et je sais que ce n'est pas ce que vous avez demandé, mais je pense qu'il est très important d'oublier certaines choses, de lâcher
certaines choses. Et à ce moment-là, on se rend compte tout d'un coup qu'on a lâché, qu'on a laissé partir la mauvaise chose, qu'on aurait dû laisser partir autre chose. On a laissé partir telle ou telle chose et finalement, c'est une erreur monumentale. Je ne comprends pas ce que ça veut dire, laisser partir des choses, c'est quoi? Vous pensez? Comme le marxisme, par exemple. Le laisser partir, c'était une grande erreur. Et puis retenir certaines autres choses, ce n'était pas bon. Mais ma question aujourd'hui, ce n'est pas tellement sur le marxisme, mais c'est plutôt sur ce qu'on appelle en anglais le secularism. Je pense que cette chose est tellement prête à oublier la religion, à oublier l'importance de la religion, penser, travailler, vivre toutes ces choses qui sont liées à la religion ou au monde de la religion. Ça réduit l'expérience du vivant. Pour moi, quand on parle, et j'utilise volontairement le terme sécularisme en anglais, ça veut dire qu'on refuse, on dit qu'on déteste l'Église plus que toute autre chose sur la planète. Malgré tout, en même temps, on ne doit pas avoir cette approche séculaire. On a besoin de rester à l'intérieur quand même. Et moi, je ne veux pas devenir quelqu'un qui n'y croit plus à cause de l'éducation que j'ai eue. Moi, je ne veux pas laisser partir ce secularisme. Il n'en est pas question. Cette traduction serait laïcisation, laïcisme. Oui, on pourrait dire la laïcité, c'est-à-dire, oui. Regardez l'histoire en France. Regardez le conflit avec les immigrants. Regardez l'oppression des musulmans au nom de la République française. Alors, Emmanuel. Deux questions. Donc, il y aura celle-ci, et puis vous, dans l'ordre, je sais pas le... Oui, je voulais revenir sur les animaux. J'ai pas bien compris votre relation avec les moustiques et votre pare-brise, la voiture, dans le Montana. Oh, ok. Not mosquitoes. I'm all for killing mosquitoes. Non, c'était pas les moustiques. Je suis tout à fait en faveur de l'idée de tuer les moustiques. Moi, je parlais des autres insectes sur les pare-brises. Non, c'était une mauvaise blague. J'imagine que dans le monde de Dieu, les moustiques ont un rôle à jouer dans le monde, mais je ne le connais pas. C'est une mauvaise blague. Alors, voici ce que j'essayais véritablement de dire. Les insectes sont tellement importants en tant que cohabitants avec nous sur la Terre. Et les insectes sont dans une situation très compliquée. La biodiversité, la reproduction dans le monde des insectes souffre énormément. Il y a un très gros problème. Et aujourd'hui, nous comprenons qu'un tout petit peu le travail écologique des insectes au sein de l'écosystème. Nous savons que la biodiversité des insectes, néanmoins, est essentielle pour la survie des oiseaux et essentielle aux insectes, aux petits mammifères et même pour nous, les êtres humains. On aime beaucoup dire qu'on ne peut pas vivre sans les abeilles, mais on oublie que les abeilles dont nous parlons travaillent pour une industrie et nous les tuons parce que nous les obligeons à se nourrir d'un seul type de pollen et puis ensuite on décide de les rendre malades avec d'autres produits et on les oblige à travailler toute l'année parce que ce sont des abeilles qui sont élevées pour produire du miel. Donc les gens qui prennent les abeilles au sérieux
comprennent très bien. Et en Amérique du Nord, il y a tout un ensemble d'abeilles qui sont des abeilles plus naturelles, qui ne sont pas des abeilles industrielles. Or, les abeilles industrielles européennes ont des problèmes également, et tout est lié à l'agriculture, à l'industrie. Donc, même si on se concentrait uniquement sur les abeilles pour prendre au sérieux les insectes, c'est déjà le début du travail important qu'il faut faire. Et j'imagine qu'on pourrait raconter la même histoire sur les moustiques, mais moi, je ne saurais pas vous raconter celle-là. Ce sera la dernière question. Ça vous met un peu la pression. Ouais, grosse pression. Dans le super film de Fabrizio Terranova, Donna Haraway, Storytelling for Earthly Survival, vous présentez deux objets. Une petite peluche en forme de pieuvre, dont on a une belle réponse, et vous pouvez me répondre que vous préférez garder le mystère, nous n'avons pas la réponse sur le panier Inca, qui n'apparaît pas dans le film. Que représente-t-il pour vous? Oh, okay. It wasn't Inca, it was Navajo. Ah, c'était Navajo. Il est vrai, dans le film incroyable de Fabrizio, et j'ai travaillé avec lui sur ce film, effectivement, il a provoqué tout un tas de choses en moi. Moi, je prenais ce nounours et je parlais l'histoire de Theodore Roosevelt qui chassait en Afrique, et je parlais de l'importance des nounours pour pouvoir bien comprendre l'histoire des États-Unis et le colonialisme. Et puis après, je prenais effectivement un panier qui est un vieux panier que j'ai obtenu dans une réserve indienne. Et il s'agit d'un panier. Et dans ce panier, vous avez toute l'histoire du réseau de commerce qui existait chez les Navajos. Ils vendaient leurs tissages et leurs paniers à la fin du 19e siècle. Ils les vendaient aux touristes. Et il y a une société qui oblige les Navajos à travailler avec certains types de colorants, certains types de schémas, certains types de tissus. Or, il y a toute une histoire de l'extraction de valeur de leur savoir-faire dans la fabrication de paniers. Et le fait que moi je sois propriétaire de ce vieux panier et que j'ai acheté dans la réserve indienne, tout en sachant, parce que j'ai fait les travaux de recherche et parce que j'en ai parlé, moi je sais pertinemment que les couvertures Navajo, par exemple, le tissage des Navajos, tout a été vendu au poids, comme si c'était de la laine non tissée. Donc les milliers d'heures que les tisseurs et que les femmes ont passé dessus pour fabriquer des couvertures, on a dit tout simplement, ça n'a aucune valeur, ça ne vaut que le prix de la laine non tissée. Et comme ça, les femmes qui avaient fait ce travail restaient pauvres et arrivaient tout juste à acheter de la farine. Et donc moi, je savais que le fait d'être propriétaire de ce panier m'attachait à ces femmes. Je choisis de ressentir cet attachement parce que j'ai acheté ce panier. Et une fois qu'on sait quelque chose, on ne peut pas faire semblant de ne pas le savoir. Je veux dire qu'une fois qu'on le sait, si on prétend de ne pas savoir, ça veut dire qu'on perpètre quelque chose de très violent. Et ce panier, pour moi, c'est vraiment la présence matérielle de notre histoire coloniale liée au tissage. Et j'ai aussi des couvertures Navajo. Mon beau-père a acheté des couvertures Navajo en laine dans le sud-ouest lorsqu'il travaillait dans le secteur de la médecine, lorsque le projet de Manhattan était en route pour fabriquer la bombe nucléaire. Les réserves Navajo ont vu l'achat de toutes ces choses par des anglophones qui avaient de l'argent. Et à chaque fois, ce sont des attachements aux histoires qui ont eu des conséquences, et à l'histoire avec un H majuscule. Et une fois qu'on le sait, on n'a pas le droit d'oublier. Bon, malheureusement, on doit s'arrêter là. Merci beaucoup à Dawn d'avoir assumé un travail difficile. Et merci beaucoup à Donna, parce que juste
même si ça peut vous paraître très surprenant, elle était intimidée avant de parler. Merci beaucoup et merci pour vos questions qui étaient parfaites. Et merci beaucoup à Xavier. Les questions, elles sont très bonnes et je te remercie. Merci.